Bonjour, bonsoir à tous. Voici la vidéo tant attendue. Je fais cette vidéo pour tous ceux qui ont commenté sur le shorts de Kalala Umutunde que j'avais publié pour lui rendre hommage. La géopolitique a pris le pas sur les rapports entre les peuples. Et c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas au nord à falsifier l'histoire du sud, alors que tout le monde sait que c'est dans le sud qu'est née la civilisation. Vous savez, les Européens, il n'y a pas si longtemps, c'était des nomades. Les Arabes, c'était des nomades. Les Juifs, c'était des nomades. Les nomades ne construisent pas de villes. C'est pour cette raison que l'Europe, c'était une femme africaine. Et les villes existaient avant l'arrivée des Occidentaux en Europe. Son frère Cadmos, c'est lui qui a porté l'écriture aux Noirs qui vivaient en Europe. Les Européens sont arrivés après. Quand vous prenez par exemple la Rome antique, mais savez-vous que des Noirs vivaient en Italie avant l'arrivée des Caucasiens? C'est eux qui ont inventé l'Empire romain, la première cité de Rome a été fondée par ces gens. C'est eux qui ont inventé le latin, c'est eux qui ont inventé la notion de cité, c'est eux qui ont inventé les monuments, c'est eux qui ont inventé le système hydraulique, les ponts, les aqueducs. Mais les aqueducs existaient déjà en Italie avant l'arrivée des Caucasiens. Mais heureusement ou malheureusement, d'autres ont commenté avec tant d'amour et d'autres avec tant de haine, sans un minimum de réflexion. C'est dommage. Ce qui me pousse à faire cette vidéo sont les commentaires choquants de haine, de doutes, d'insultes et surtout des soi-disant historiens français qui croient avoir le monopole du savoir. Je tiens à rectifier une chose. Je ne fais pas cette vidéo pour montrer au monde entier à quel point les Noirs sont ou ont été puissants, mais juste pour faire en sorte qu'on respecte la mémoire et le travail d'un grand homme, le savant Umutunde. Ce que je me propose de faire, c'est de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées par des documentaires qui ont été réalisés par les Blancs eux-mêmes. Parce que quand c'est un Noir, on le traite de fou, de con, de mytho, d'aveugle, de fumeur. On les traite de tout genre de noms. Mais j'attends voir comment vous allez traiter ce Blanc qui raconte une histoire similaire que racontait Umutunde. Pour ne pas faire que la vidéo soit trop longue, je vais faire une deuxième ou une troisième partie dépendamment de la durée de la vidéo et à ce qui concerne les documentaires qui durent plus de 1 heure et d'autres plus de 30 minutes. Je vais simplement couper et vous montrer certains extraits qui vont directement répondre à vos questions. Si vous voulez voir les vidéos complètes de ces documentaires, retrouvez ça en dessous dans la barre de description. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Ici, Jean-Michel Dufay va nous parler de l'histoire. Pas telle qu'on la connaît, mais telle qu'elle était. Alors, nous sommes tous des Africains. En effet, il ne faudrait pas oublier que l'être humain est apparu en terre d'Afrique et que d'autre part, nous sommes redevables aux Égyptiens de la naissance de l'invention de l'écriture. Si, depuis quelque temps, j'ai décidé d'enseigner des matières qui ne se trouvent pas au programme, c'est parce qu'il me paraît tout à fait inconcevable, je l'ai déjà dit dans d'autres cours, que l'histoire de pays que l'on appelle émergents, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme le Mexique ou l'Indonésie, par exemple, ne soit pas traitée en tant que telle dans l'enseignement secondaire, mais aussi parce que des populations, des civilisations ont participé de l'histoire de l'humanité et qui ne sont pas effectivement membres du club des pays émergents, ne soient pas considérés pour ce qu'ils ont pu apporter à l'histoire de cette même humanité. Je suis convaincu que ces matières feront un jour partie des programmes. 40 ans de carrière vous attendent, et je ne peux pas imaginer que dans les 20, 30 prochaines années, vous ne soyez pas conduits à enseigner les matières que je traite donc anticipativement par rapport à ce qui vous attend dans votre carrière. Nous allons donc aborder aujourd'hui l'histoire de l'Afrique. Cette histoire est très longue. Donc c'est une gageure que d'essayer de traiter en 1 heure, sans compter la présentation des livres, cette vaste histoire qui s'étend de la préhistoire jusqu'à nos jours. Toutefois, je vais limiter mon propos à l'Afrique subsaharienne, autrement dit ce que l'on appelle habituellement l'Afrique noire. Dois-je vous rappeler que l'être humain est apparu il y a 2,5 millions d'années, voire 3 millions pour certains paléontologues, en Afrique orientale.
je ne vais pas revenir sur mon cours de préhistoire, bien entendu. L'Homo sapiens, dont tous les êtres humains qui peuplent aujourd'hui la planète sont issus, eh bien cet Homo sapiens apparaît vers 100 000 avant notre ère en Afrique. Et c'est donc de cette dernière émigration d'êtres humains d'Afrique que nous sommes issus. Donc, nous sommes tous des Africains, je dirais même plus, nous sommes tous des Noirs, des descendants de Noirs, qui ont blanchi au cours des millénaires en s'adaptant, comme l'explique la théorie darwinienne, au climat et au milieu. Le premier millénaire avant notre ère est marqué, et c'est intéressant de faire la comparaison avec nos régions, par l'invention de la métallurgie du fer. Et ça remet en cause, évidemment, bien des préjugés que l'on peut avoir sur l'Afrique noire, c'est qu'elle a connu un développement qui, finalement, est pratiquement contemporain à celui de nos régions. Donc le fer, la métallurgie du fer, est connue en Afrique. Et elle est connue en Afrique non seulement en Afrique orientale, qui va connaître une progression, une avance significative à cette époque-là, mais également en Afrique occidentale. Alors maintenant, pour la période qui débute avec l'ère chrétienne, je vais diviser mon propos en 3 parties. Une première partie qui va concerner, au moins jusqu'au XVIe siècle, l'Afrique orientale, puis je vais m'attacher à la région de la boucle du Niger, et enfin, dans un 3e temps, je vous parlerai de l'Afrique australe. Je commence donc par l'Afrique de l'Est. Alors, dès le premier millénaire de notre ère, un royaume s'établit en Éthiopie. C'est le royaume d'Aksum, A-X-O-U-M. Je vous montre sur la carte donc, où se trouve l'Éthiopie actuelle. Donc, c'est dans cette région-ci que ce royaume d'Aksum va naître et croître, se développer. Ce royaume d'Aksum a une caractéristique, c'est qu'il subit les influences à la fois nubiennes. Alors, la Nubie, c'est la région qui se trouvait au sud de l'Égypte et au Soudan. Donc la Nubie, c'était cette région-ci, qui avait fait paraître déjà dans l'Antiquité, puisqu'au 1er millénaire avant Jésus-Christ, il y a eu des dynasties noires qui ont régné sur l'Égypte. Donc dans la première moitié du 1er millénaire avant Jésus-Christ. C'est la civilisation de Couch, qui a eu ses propres pharaons, indépendamment des dynasties dont je viens de parler en Égypte, en Nubie donc, et une civilisation qui a construit également ses propres pyramides, que l'on peut voir au Soudan, justement. Ensuite, dans la deuxième moitié du 1er millénaire avant Jésus-Christ, suite à des invasions, des mouvements de population au nord, en Égypte, cette civilisation a dû se réfugier plus au sud que Couch, et c'est le royaume de Méroé qui a une civilisation très marquée également par l'Égypte ancienne, avec aussi des pharaons noirs. Donc, je reviens à mon propos, j'étais en train de vous parler de l'Éthiopie, qui était marquée par cette civilisation nubienne, donc d'origine pharaonique, mais africaine toutefois. Il ne faut pas oublier quand même que l'Égypte est née en Afrique, même si les Européens et les habitants du Proche-Orient ont tendance à se l'annexer. Je voudrais remettre les pendules à l'heure. L'esclavage n'a pas été inventé par les Européens lorsqu'ils sont arrivés en Afrique. L'esclavage préexistait. Alors, pour en rester dans le domaine de la religion, depuis le 8e, 9e et 10e siècle, vous avez tout un mouvement de conversion de toute cette population d'Afrique occidentale et de toute cette région-ci à l'islam. Et c'est un... Alors moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de faire des liens entre l'histoire des civilisations. Et non pas, comme dans les manuels, je vous en parlais hier, d'avoir une histoire à tiroir, on étudie successivement l'histoire de la France, l'histoire de la Belgique, l'histoire de la Russie, etc. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a des mouvements contemporains dans l'histoire, à des endroits tout à fait différents, mais qui participent quelque part du même phénomène. Eh bien, qu'en Afrique, il y a 4 grands groupes. Alors, je ne dis pas des groupes ethniques, faisons très attention. Ce sont des groupes linguistiques et culturels. Parce qu'au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, les colonisateurs avaient besoin de mettre dans des cases bien précises tous les peuples qu'ils colonisaient,
pas seulement par esprit de rationalité, mais surtout pour contrôler les populations, souvent de manière artificielle, en les divisant entre elles, et pour les opposer entre elles. C'est ce qui s'est passé déjà dans la région des Grands Lacs, quand les Allemands ont colonisé le Burundi et le Rwanda, et les Belges ont repris la politique des Allemands, qui était de diviser les Hutus et les Tutsis, en leur donnant des caractéristiques propres, en disant les Hutus, les Tutsis, les uns sont grands, les autres sont petits, les uns sont plutôt des agriculteurs, les autres sont plutôt des éleveurs. Alors évidemment, sur le terrain, ça ne se passait pas comme ça. Donc ce sont des conflits que l'on a voulu ethniciser, alors que l'origine du conflit entre les Hutus et les Tutsis est essentiellement liée à un rapport de force sur le plan politique. Évidemment, en Europe, quand on a lu les journaux, on a eu l'impression, vous savez, on caricature toujours l'histoire de peuples lointains, parce qu'on a besoin de références faciles, mais les choses sont beaucoup plus compliquées. Les Belges savent que le conflit entre les Flamands et les Wallons ne se résume quand même pas à des problèmes ethniques. Mais ça a été vécu comme tel, en tout cas caricaturé comme tel, par exemple, par Mobutu, qui disait occupez-vous un petit peu de vos problèmes tribaux en parlant des Belges. Ben oui, nous parlons de tribalisme pour les Congolais, de conflits tribaux au Kassai, au Kivu, au Bakongo, etc. Ben, à un moment donné, c'était chez une tête, disant oui, vos problèmes entre Flamands et Wallons, c'est quand même des problèmes tribaux. Voilà, c'était nous renvoyer en tout cas l'image déformée que nous avions nous-mêmes d'eux. Voilà, et aurait occupé alors donc la partie occidentale de l'Afrique. Elle serait aussi et surtout partie vers le sud. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que cette émigration bantoue s'est étalée sur plus d'un millénaire. Je dirais même plus sur un millénaire et demi au moins. En effet, entre, je dirais, 500 et 1500, les populations bantoues émigrent et descendent lentement, mais ça s'est fait très lentement. Donc il n'y a pas eu d'invasion. Il ne faut pas, comme on le voyait dans les manuels jadis, faire une comparaison entre les invasions entre guillemets bantoues et les grandes invasions du 4e et 5e siècle en Europe occidentale, les grandes invasions germaniques, à la fin de l'Empire romain. Pas du tout. C'était en fait une progression très lente sur des siècles et des siècles. Et les Bantous ont progressé donc vers le sud, ils ont progressé vers le sud, après avoir également parti vers le nord, en faisant le contour de la forêt ici, en passant par la forêt tropicale, pour arriver dans les savanes. Et les Bantous vont arriver avec leur technique, avec leur... ce sont, je dirais, des pasteurs et ce sont des agriculteurs. Ils vont faire, déjà dans la deuxième moitié du premier millénaire de notre ère, et ensuite, parallèlement, et c'est ça qui me passionne, moi, c'est de voir la contemporanéité, la simultanéité des phénomènes culturels étant pris au sens large, c'est-à-dire pas seulement économiques, mais également sociaux, de type civilisationnel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'aussi, du 10e au 11e, 12e, 13e siècle, au moment où il va y avoir la grande expansion en Europe occidentale, dans les campagnes, qui va permettre, à partir du 12e et du 13e siècle, la création de ces villes qui vont pousser comme des champignons et dans lesquelles on va construire des cathédrales, eh bien, à la même époque, les Bantous colonisent le sud de l'Afrique. Quand on dit le sud de l'Afrique, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est toute cette région-ci. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que, quand on voit l'histoire de l'humanité d'un point de vue macro-historique, c'est-à-dire en essayant de comparer et de mettre ensemble toutes les civilisations, eh bien, il apparaît que l'être humain poursuit sa colonisation depuis la préhistoire, c'est-à-dire depuis ce que nous appelons chez nous le paléolithique moyen, depuis 100 000, et bien donc l'émigration venant d'Afrique orientale qui a conduit à ce que l'Homo sapiens occupe l'Asie, occupe l'Australie, passe le détroit de Bering, il y a plus de 20 000 ans, arrive, colonise toute l'Amérique, et bien ce mouvement il continue dans ce que nous appelons le Moyen-Âge. Et donc, pendant notre Moyen-Âge, le mot Moyen-Âge n'a évidemment pas de sens, évidemment, pour les populations africaines. Déjà pour nous, ça n'a pas de sens, mais encore moins pour les populations africaines. Et bien donc la colonisation se fait simultanément en Afrique par ces Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, et d'autre part, ici, dans toute cette région-ci, pas là, excusez-moi, on existait en Afrique précédemment, mais la traite, c'est quelque chose qui va affecter sur le plan démographique, sans compter les souffrances des sévices sur le plan physique, terriblement l'Afrique. On a compté qu'il y avait aux environs de 35 millions d'habitants en Afrique, en comprenant l'Afrique blanche, vers 1500. Au XIXe siècle, il y aurait eu 150 millions d'Africains, en comprenant l'Afrique blanche aussi. Donc, on remarque que la ponction en hommes s'est faite pendant une période de croissance. Parce que vous remarquez qu'en 3 siècles et demi, on est quand même passé de 35 millions à 150 millions, c'est une croissance quand même assez remarquable. Et bien, pendant cette période-là, on compte, pendant ces 3 siècles et demi, qu'il y aurait eu, alors les chiffres varient, mais entre 10 millions et 15 millions d'Africains qui ont été déportés en Amérique. Quand je dis en Amérique, c'est donc dans les Antilles,
en Colombie, au Brésil, ce qui explique cette population très métissée que l'on trouve au Brésil, et également donc dans le sud des États-Unis, qui explique qu'il y a peut-être 20 millions d'Américains noirs à l'heure actuelle. Alors, vous imaginez, entre 10 et 15 millions d'Africains déportés. Mais 10 ou 15 millions d'Africains déportés laissent de côté tous ceux qui sont morts sur le chemin entre l'Afrique et l'Amérique. Ils étaient évidemment, ils vivaient des conditions épouvantables, ils étaient dans les cales des navires, placés comme des sardines avec 60 cm de hauteur pour chacun des étages sous le pont. Hein, ils étaient vraiment placés comme des sardines. Alors vous imaginez quand le voyage de plus de 2 mois, les conditions sanitaires, ben, ils étaient attachés. Donc vous imaginez, ils étaient enchaînés. Donc quand pendant 2 mois vous vivez dans des matières fécales, dans de l'urine, que vous avez des maladies, vous avez le scorbut, en plus ça, la proportion de ceux qui arrivaient était extrêmement faible. Et quand ils arrivaient sur place, c'était les plus valides qui survivaient, et ce qui les attendait, ce n'était pas spécialement comique non plus. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette traite négrière qui s'inclut dans le fameux commerce triangulaire dont je vous parlerai plus tard. Ce commerce, donc des navires partaient d'Europe, hein, avec la verroterie à échanger sur la côte ici, sur la côte des esclaves, ici au Nigeria, surtout au Nigeria et en Angola. Les navires repartaient donc vers le Brésil, vers les Antilles, avec ces esclaves. Là, on déchargeait les bateaux et on les rechargeait avec les produits coloniaux comme le coton, le sucre, le tabac, le café, le cacao, etc. L'histoire de l'Afrique est une histoire dramatique après le XVIe siècle. Alors que l'Afrique avait connu plusieurs civilisations brillantes, je vous l'ai expliqué, depuis l'Antiquité. Au XIXe siècle, c'est la ruée des peuples européens pour coloniser l'Afrique. La ruée des peuples européens. L'Afrique va être, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, partagée entre les grandes puissances européennes, qui sont essentiellement dans la partie occidentale de l'Afrique, la France, et dans la partie orientale, la Grande-Bretagne. En 1885, au congrès de Berlin, tous les territoires de l'Afrique sont partagés, mais alors là, entre toutes les grandes puissances européennes présentes, et on va partager ce qui reste du gâteau et qui n'est pas encore entre les mains appropriées par l'une de ces puissances. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, vous aurez des leçons en 3e sur l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. Je voudrais maintenant, pour aller vers la conclusion, vous dire que cette colonisation s'est faite évidemment par intérêt économique essentiellement. À titre principal, il s'agissait de piller les ressources locales. La décolonisation, elle, s'est faite après la Deuxième Guerre mondiale, pour les pays d'Afrique noire, essentiellement aux environs de 1960. Ça a commencé en 1956, entre autres avec le Ghana, et ça s'est poursuivi dans les années 60, avec, je dirais, comme conclusion, au début des années 90, l'indépendance de la Namibie, hein, le territoire qui se trouve ici, que l'Afrique du Sud, jusqu'à la fin de l'apartheid, n'a pas voulu, comment dirais-je, rendre aux populations locales, puisqu'elle disposait depuis le traité de Versailles de 1919 un protectorat sur cette région-là. Et que, en 1960, l'Union sud-africaine est sortie du Commonwealth, elle est sortie, je dirais, de la communauté des nations, puisqu'elle était très critiquée par sa politique. Alors, je vais vous parler maintenant de 2 pays, parce qu'il n'est pas possible de parler de l'histoire de tous les pays d'Afrique, bien sûr, c'est pas possible, après l'indépendance, de 2 pays. Le premier pays dont je vais vous parler, c'est justement l'Union sud-africaine. Alors, au XVIIe siècle, des événements tout à fait remarquables qui se produisent, c'est que l'on invente l'automobile, à la fin du XIXe siècle. Et il se fait que l'on découvre du caoutchouc au Congo. C'est bien. C'est évidemment la mine d'or pour lui. Hein, les automobiles ont besoin de pneus, je ne vous apprends rien. Donc, il va profiter de ce marché de l'automobile pour pouvoir extraire à grande quantité, surtout vendre la sève de l'EVA, hein, donc le caoutchouc. Ça va faire sa fortune à ce moment-là. Mais le Congo coûte très cher, donc il va demander à plusieurs reprises de l'argent à l'État belge. Mais il fait travailler des Africains de manière tout à fait éhontée. Beaucoup d'entre eux, des milliers d'entre eux, on a même dit des millions d'entre eux, vont mourir à la tâche. Léopold II va devoir subir des campagnes de presse essentiellement anglaises contre lui. Mais les Anglais n'étaient pas très propres non plus. Hein. Si on menait cette campagne contre lui, c'était pour des raisons économiques, c'était pas tellement pour des raisons humanitaires. Hein. Vous pensez bien, c'était dans le cadre de la lutte de ces propagandes respectives des pays prédateurs, à ce moment-là. En 1908, Léopold II donc, cède le Congo à la Belgique. Alors, je vais aller très vite sur les événements parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. On pensait encore dans les années 50 que le Congo allait rester belge pour plusieurs dizaines d'années, mais
On est dans un mouvement, je dirais, contre lequel on ne peut rien faire, qui est celui de la décolonisation en Asie et en Afrique. Et dès 1958, les choses commencent à sentir mauvais. Et en janvier 1959, il y a des centaines de morts et des milliers de blessés à Léopoldville, ça s'appelait par la suite Kinshasa. Et très rapidement, les autorités belges se rendent compte qu'il y a vraiment un problème congolais et qu'il faut résoudre les choses rapidement. Mais on va les résoudre tellement vite que loin de résoudre les problèmes, on va les susciter, parce que cette indépendance n'a pas été préparée. Il y avait deux chefs importants de partis politiques à ce moment-là. Il y avait d'une part Kasavubu, qui est le président de l'ABACO, qui repose essentiellement sur l'ethnie du Bas-Congo, et d'autre part Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, qui est un révolutionnaire, nationaliste, comme il y en a d'autres à cette époque-là, en Algérie ou ailleurs, et qui, lui, repose à un parti qui s'appelle le Parti national congolais, le MNC. Une table ronde est organisée dans le premier semestre 1960, et dès le mois de mai, je crois que c'est le 19 mai, on décide l'indépendance. Pour le 30 juin, vous imaginez. Bon. L'indépendance est proclamée, mais il n'y a pas d'élite capable de gouverner à ce moment-là le Congo. D'autant plus que les Belges avaient tout fait pour empêcher la création de cette élite. Alors on a longtemps dit que les Belges étaient, les Français et les Anglais dans notre région, bien entendu, étaient à l'origine des chemins de fer. Oui, c'était pourquoi? Pour transporter les minerais de cuivre qui venaient du Chaba, donc du Katanga. Effectivement, on a construit des routes, mais tout ça, c'était pour piller les Congos. On a construit évidemment des écoles, mais les écoles, il ne s'agissait pas que les élèves aillent au-delà du cycle inférieur des humanités, donc ce qu'on appelait à l'époque les études moyennes. Donc au-delà de 15 ans, on ne pouvait pas faire d'études quand on était congolais. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de fonctionnaires pour les postes, pour faire tous les petits boulots, quoi. Pour les petits fonctionnaires. Quand vous pensez comment on a indépendance au Congo, il y avait moins de 10 Congolais qui avaient fait l'université. On ne voulait pas, c'était évidemment des fils de rois locaux qui avaient fait des études. Patrice Lumumba lui-même n'avait pas pu faire d'études au-delà de ses 15 ans. Il a fait des études moyennes, c'est un homme très intelligent. Voilà. Alors, même chose, on a construit des hôpitaux, mais pourquoi? Les hôpitaux, c'était essentiellement pour réparer la main-d'œuvre qui travaillait dans les mines. Donc il ne faut pas toujours essayer d'imaginer que quand, que ce soit les Belges, les Français ou les Anglais, quand on a créé ces infrastructures routières, ferroviaires, quand on a créé les écoles, quand on a créé les hôpitaux, c'était évidemment avec un intérêt. On n'a pas fait ça pour apporter la civilisation. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas quelques missionnaires qui, eux, étaient dans leur trip personnel, je ne dis pas ça, certainement. Mais enfin, ce n'est pas pour ça qu'on a fait la colonisation. Ce n'était pas pour apporter donc le progrès à des peuples considérés à l'époque comme primitifs. Voilà, je termine ici cette histoire de l'Afrique. J'ai dû faire un survol, vous imaginez, de plusieurs millénaires pour un continent immense, mais au moins vous aurez quelques notions sur l'histoire de ce qu'on appelle le Sud. Vous aurez d'autres chapitres sur l'Afrique du Sud, sur l'Asie par exemple. Je vous présente maintenant quelques... Nous arrivons au thème de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout pour être notifié quand la deuxième partie de cette vidéo sortira.